La servante écarlate, chapitre 11. Hier matin, je suis allée chez le médecin. J'y ai été amenée par un gardien, l'un de ceux à brassard rouge qui ont pour mission ce genre de choses. Nous avons pris une voiture rouge, lui devant, moi derrière. Aucune jumelle ne m'a accompagnée ces jours-là. Je suis unique. Je suis conduite chez le médecin une fois par mois pour des examens. Urine, hormones, frottis de dépistage, prise de sang. La même chose qu'avant, sauf qu'à présent c'est obligatoire. Le cabinet du médecin est dans un immeuble de bureaux moderne. Nous montons dans l'ascenseur, en silence, le gardien face à moi. Dans la paroi de miroir noire de l'ascenseur, je vois le dos de sa tête. Arrivé au cabinet, j'entre. Il attend dehors, dans le couloir, avec les autres gardiens, sur l'une des chaises placées là, à cet usage. Dans la salle d'attente, il y a d'autres femmes, 3 en rouge. Ce médecin est un spécialiste. À la dérobée, nous nous entre-regardons, jaugeons le ventre les unes des autres. Y a-t-il une chanceuse parmi nous ? L'infirmier enregistre les noms et les numéros inscrits sur nos laissez-passer dans le CompuDoc pour s'assurer que nous sommes bien celles que nous sommes censées être. Il mesure 1m80, la quarantaine, une cicatrice en diagonale lui barre la joue. Il tape à la machine, assis, ses mains sont trop grandes pour le clavier. Il porte toujours un revolver dans l'étui fixé à son épaule. Quand je suis appelée, je passe la porte qui donne dans la pièce intérieure. Elle est blanche, sans signe distinctif. Comme la première, à l'exception d'un paravent pliant, un tissu rouge tendu sur un cadre, avec un œil doré peint dessus. Et plus bas, une épée dressée entrelacée de serpents, comme une espèce de poignée. Les serpents et l'épée sont des fragments de symbolisme brisés, survivants de l'époque d'avant. Après avoir rempli le petit flacon préparé à mon intention dans le cabinet de toilette, j'ôte mes vêtements derrière le paravent et les laisse pliés sur la chaise. Une fois nue, je m'allonge sur la table d'examen, sur la feuille glaciale et craquante de papier jetable. Je remonte le second drap, celui de tissu, et je m'en couvre le corps. Au niveau du cou, il y a un autre drap suspendu au plafond qui me sectionne afin que le médecin ne voie jamais mon visage. Il a affaire uniquement à un torse. Quand je suis installée, j'étends la main, tâtonne à la recherche du petit levier placé sur le côté droit de la table, la fesse. Ailleurs, quelque part, une sonnette tinte sans que je ne l'entende. Au bout d'une minute, la porte s'ouvre, des pas s'approchent, il y a une haleine. Il n'est pas supposé me parler, sauf si c'est absolument nécessaire. Mais ce médecin-ci est bavard. « Comment allons-nous » dit-il, un tic de langage de l'ancien temps. Le drap est soulevé de ma peau, un courant d'air me donne la chair de poule, un doigt froid ganté de caoutchouc et enduit de gel se glisse à l'intérieur de moi. Je suis fouillée et sondée. Le doigt se retire, pénètre autrement, ressort. « Tout va bien, dit le médecin, comme pour lui-même. Mal quelque part, ma belle ? Il m'appelle ma belle. Je dis non. Mes seins sont manipulés à leur tour, à la recherche de maturité et de pourriture. Le souffle se rapproche. Je sens la vieille fumée, l'après-rasage, la poussière de tabac sur une chevelure, puis sa voix très douce près de ma tête. C'est lui qui fait ballonner le drap. Il murmure « Je pourrais vous aider. » Comment ? Chut, fait-il. Je pourrais vous aider, j'en ai aidé d'autres. M'aider ? dis-je à voix basse aussi basse que la sienne. Comment ? Sait-il quelque chose ? A-t-il vu Luc ? A-t-il trouvé ? Peut-il faire revenir ? À votre avis, dit-il, toujours dans un souffle. Est-ce sa main qui se glisse vers le haut de ma jambe ? Il a ôté le gant. La porte est verrouillée, personne ne va entrer. Ils ne sauront jamais qu'il n'est pas de lui. Il soulève le drap. La partie inférieure de son visage est recouverte du masque de gaz blanc, réglementaire. Deux yeux bruns, un nez, une tête avec des cheveux bruns, sa main est entre mes jambes. La plupart de ces vieux types ne peuvent plus machiner, dit-il, ou ils sont stériles. Je manque de m'étouffer. Il a prononcé un mot interdit, stérile. Un homme stérile, ça n'existe plus, du moins officiellement. Il y a seulement des femmes qui sont fertiles et des femmes improductives, c'est la loi. Des tas de femmes le font, poursuit-il. Vous désirez un bébé, n'est-ce pas ? Je réponds oui. C'est vrai que je ne demande pas pourquoi. C'est vrai, et je ne demande pas pourquoi, car je sais. Donne-moi des fils ou je meurs. Cela a plus d'une signification.
Il dit « Vous êtes humide, c'est le moment. Aujourd'hui ou demain, ça marcherait. Pourquoi laisser passer l'occasion ? Ça ne prendrait qu'une minute, ma belle. » Le nom qu'il donnait à sa femme, jadis, qui lui donne peut-être encore, mais en réalité c'est un terme générique. Nous sommes toutes « ma belle ». J'hésite. Il s'offre à moi ses services au prix d'un certain risque pour lui-même. Je ne supporte pas de voir ce qu'ils vous font subir, murmure-t-il. C'est sincère, une authentique sympathie, et pourtant il prend plaisir à la situation. Sympathie, il reste. Il a les yeux humides de pitié, sa main se déplace sur moi nerveusement et impatiente. Je dis, c'est trop dangereux. Non, je ne peux pas. La sanction est la mort. Mais il faut qu'il vous prenne en flagrant délit, avec 2 témoins. Quelles sont les chances ? Y a-t-il des micros dans la pièce ? Qui est là, à attendre, juste derrière la porte ? Sa main s'immobilise. Pensez-y, dit-il. J'ai vu votre feuille de température. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Mais votre vie est à vous. Je dis merci. Il faut que je donne l'impression que je ne suis pas offensée, que je suis ouverte aux suggestions. Il retire sa main, presque paresseusement, nonchalamment. Le dernier mot n'a pas été dit en ce qui le concerne. Il pourrait falsifier les examens, me dénoncer pour cancer, infertilité, me faire déporter aux colonies avec les antifemmes. Rien de ceci n'a été dit. Mais l'assurance de son pouvoir plane dans l'air tandis qu'il me tapote la cuisse, se retire derrière le drap qui pend. Au mois prochain, dit-il. Je me rhabille, derrière le paravent. J'ai les mains qui tremblent. Pourquoi ai-je peur ? Je n'ai pas traversé de frontières, je n'ai pas fait confiance, pas pris de risque, tout est sauf. C'est le choix qui me terrifie. Une issue, un salut.